Le plus gros contrat jamais signé dans le domaine des batteries vient d'être conclu. Il ne s'agit pas de lithium ni de quoi que ce soit d'autre dont vous ayez entendu parler jusqu'à présent. Une commande unique de 60 gigawattheures d'une batterie que la plupart des gens jugeaient impossible il y a à peine 2 ans. Cela représente suffisamment d'énergie pour recharger simultanément tous les smartphones de la planète. Et l'entreprise qui la fabrique n'est pas une jeune pousse travaillant dans un garage. Il s'agit du plus grand fabricant de batteries au monde basé en Chine. Et ils viennent de prouver que l'élément contenu dans votre sel de table pourrait bien être l'ingrédient le plus important pour l'énergie du futur. Si cela paraît incroyable, c'est parce que ça l'est. Mais tout est vrai. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement comment c'est arrivé et pourquoi cela change tout. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications, car nous traitons régulièrement de sujets similaires. Derrière cet événement se cache une histoire de Trent Hans, une histoire faite de paris à plusieurs milliards de dollars de batteries qui prennent feu dans votre poche, d'un problème matériel qui a déconcerté les plus brillants chercheurs du monde pendant 4 décennies, et une chute brutale des prix qui a contraint toute une industrie à repenser son fonctionnement. Commençons par le commencement, la batterie qui alimente le monde. À l'heure où vous regardez cette vidéo, une batterie au lithium se trouve à portée de main dans votre téléphone, votre ordinateur portable, peut-être même votre voiture, peut-être la trottinette électrique garée devant votre immeuble. Les batteries lithium-ion sont tellement ancrées dans notre vie moderne que la plupart des gens n'y pensent même plus. Ils s'attendent simplement à ce que leur téléphone se recharge pendant la nuit, que leur ordinateur portable tienne le coup pendant une réunion et que leur voiture les emmène à destination. Et depuis Trent Hans, le lithium répond à ces attentes avec une telle fiabilité que le monde a pratiquement cessé de le remettre en question. Avant l'avènement du lithium, les appareils fonctionnaient avec des batteries nickel-cadmium. Celles-ci étaient lourdes, encombrantes, et leur capacité énergétique était bien inférieure à celle des batteries au lithium. Le passage au lithium-ion au début des années 1990 n'était pas une simple évolution. Il s'agissait d'une refonte complète du concept de batterie. La densité énergétique a triplé par rapport aux technologies précédentes. Les appareils sont devenus simultanément plus petits, plus légers et plus performants. Le smartphone n'existerait pas sans cette évolution. Il en va de même pour l'ordinateur portable moderne, les écouteurs sans fil et les véhicules électriques. L'ampleur de cette transformation est difficilement perceptible aujourd'hui. En 1991, une batterie de caméscope avait une autonomie d'environ 1 heure. Dans les années 2000, le même poids de lithium alimentait des téléphones dont la batterie tenait plusieurs jours. Dans les années 2010, cette technologie permettait de propulser des voitures sur des centaines de kilomètres sur l'autoroute. Chaque nouvelle génération d'appareils a poussé les ingénieurs en batterie à tirer davantage de la même chimie. Et à chaque fois, le lithium a répondu présent. Il est devenu la solution de référence pour presque tous les appareils nécessitant une alimentation portable. Voici pourquoi le lithium est si performant. À l'intérieur de chaque batterie, on trouve 2 extrémités, une positive et une négative, séparées par un liquide qui transporte les particules chargées d'une extrémité à l'autre. Lorsqu'on charge une batterie, on déplace ces particules d'une extrémité à l'autre et on les y stocke. Lorsqu'on utilise la batterie, ces particules se déplacent en sens inverse et ce mouvement génère de l'électricité. Dans une batterie au lithium, ces particules chargées sont minuscules. Le lithium est l'un des éléments les plus légers du tableau périodique, ce qui permet de concentrer un très grand nombre de particules dans un espace extrêmement réduit. Plus de particules signifie plus d'énergie stockée pour un même poids. Le lithium possède également une force motrice naturelle exceptionnelle pour la conduction de l'électricité dans un circuit, ce qui se traduit par une puissance accrue par cellule sans nécessiter une batterie plus volumineuse. L'association de ces 2 atouts donne naissance à une technologie de batterie qui, pendant 3 décennies, est restée inégalée au monde. Mais voilà ce qui caractérise quelque chose qui fonctionne très bien pendant très longtemps. On cesse de se demander s'il existe une meilleure solution. On cesse de financer les alternatives. Et lorsque cela arrive, les failles dans les fondements ont tendance à s'agrandir discrètement jusqu'à devenir impossibles à ignorer. Les secrets dont personne ne parlait. En 2016, Samsung a lancé le Galaxy Note 7. Les critiques étaient excellentes et les précommandes nombreuses.
Pourtant, quelques semaines plus tard, des incendies se sont déclarés sur le téléphone, dans les poches, dans les avions, sur les tables de chevet, pendant le sommeil des passagers. Les compagnies aériennes ont alors interdit son utilisation à bord. Samsung a finalement retiré toute la gamme de produits, ce qui a engendré des pertes de 5 milliards de dollars. Le Note 7 est ainsi devenu l'un des plus grands échecs commerciaux de l'histoire de l'électronique grand public. Mais voici ce que la plupart des gens ont ignoré: il ne s'agissait pas d'un échec technique de Samsung. Samsung a commis des erreurs spécifiques dans la conception de cette batterie, mais le danger sous-jacent était toujours présent. Au cœur de chaque batterie au lithium jamais fabriquée se trouve un liquide qui transporte les particules chargées, un solvant organique. Or, ce solvant est inflammable. Les matériaux les plus efficaces pour transporter les particules de lithium sont précisément ceux qui brûlent. Si une batterie surchauffe, est percée ou surchargée, ce liquide peut s'enflammer. Lorsqu'une cellule prend feu, la chaleur dégagée élève la température de toutes les cellules environnantes jusqu'à ce qu'elles s'enflamment à leur tour. Une réaction en chaîne se propage alors de cellule en cellule comme des dominos qui tombent dans une boîte. L'ampleur de ce problème est aujourd'hui véritablement alarmante. À New York, les incendies de batteries au lithium ont désormais remplacé les incendies d'origine électrique comme principale cause d'incendies mortels dans toute la ville. Ce n'est pas une statistique d'il y a 10 ans, mais bien la réalité de 2026. À cela s'ajoute le problème du froid. Par temps glacial, les particules chargées à l'intérieur d'une batterie au lithium cessent de se déplacer régulièrement et commencent à se déposer sur la surface intérieure sous forme de minuscules pointes métalliques irrégulières. Ces pics de tension peuvent s'amplifier au fil des cycles de charge jusqu'à créer un court-circuit interne entre les deux bandes de la batterie. Ce court-circuit génère rapidement de la chaleur, et la chaleur dans une batterie au lithium est généralement néfaste. Même si ces pics de tension ne sont jamais suffisamment importants pour provoquer un court-circuit, la baisse de performance due au froid est considérable. À 0 degré Celsius, une batterie au lithium perd entre 20 et 40% de son autonomie, non pas à cause d'une panne, mais simplement à cause de la température extérieure. Pour une personne vivant au Canada ou en Scandinavie, cela représente potentiellement une perte de 100 km d'autonomie par un matin froid au moment où elle en a le plus besoin. Ces problèmes étaient inconnus. Les ingénieurs les ont contournés grâce à de meilleurs systèmes de refroidissement et des logiciels plus intelligents, mais la chimie de base est restée inchangée. Et la raison pour laquelle cela n'a jamais changé nous amène à un problème qui n'avait absolument rien à voir avec la science, une chaîne d'approvisionnement bâtie sur un terrain fragile. 3 pays. L'Australie, le Chili et la Chine contrôlent 90% des réserves mondiales de lithium. La Chine, à elle seule, transforme environ 65% de ce lithium brut en matériaux de qualité batterie et fabrique près de 75% des batteries lithium-ion produites dans le monde. Cela signifie que la plupart des voitures électriques, des téléphones et des systèmes de stockage d'énergie dépendent d'une chaîne d'approvisionnement concentrée dans un nombre très restreint de régions. Entre 2020 et 2022, le prix du lithium, matière première essentielle, a été multiplié par 8. Non pas 8%, mais 8 fois plus cher en seulement 2 ans. La demande de véhicules électriques explosait. Les usines de batteries augmentaient leur production plus vite que prévu et l'offre de lithium ne pouvait suivre. Puis, en 2023, le marché a connu un retournement brutal. Les prix du lithium ont chuté de plus de 70% en une seule année. Les fabricants de batteries qui avaient conclu des contrats à long terme à des prix records se retrouvaient soudainement à payer bien plus que le prix du marché.
Toute l'industrie fondait ses plans d'affaires pluriannuels sur une matière première au comportement aussi imprévisible qu'une action spéculative totalement hors de leur contrôle. Une situation problématique tant pour les gouvernements, qui s'efforcent d'atteindre l'indépendance énergétique, que pour les constructeurs automobiles qui cherchent à proposer des prix rendant les véhicules électriques accessibles au grand public. Il s'agissait d'une vulnérabilité stratégique fondamentale. Le monde avait bâti les fondements de son avenir énergétique propre sur une matière première contrôlée par une poignée de pays dont les prix pouvaient doubler ou s'effondrer en fonction de facteurs totalement indépendants de la volonté de l'industrie des batteries. Et pourtant, malgré tout cela, l'industrie s'est concentrée pendant 30 ans presque exclusivement sur le lithium. La raison en est un choix fait dans les années 1970 qui a discrètement façonné tout ce qui a suivi. L'élément qui a été laissé de côté. Dans les années 1960, avant même que le lithium ne soit pris en compte, les scientifiques considéraient déjà un autre élément comme l'avenir des batteries, le sodium. Il se situe juste à côté du lithium dans le tableau périodique, se comporte chimiquement de façon quasi identique et est l'un des éléments les plus abondants sur Terre. On le trouve littéralement dans le sel de table. La première batterie rechargeable à haute énergie jamais construite par Ford en 1966 fonctionnait d'ailleurs au sodium. Mais un détail crucial a failli le faire capoter. Il fallait qu'il fonctionne à environ 300 degrés. Celsius, une température suffisante pour faire fondre le plomb. Fascinant comme démonstration de faisabilité certes, mais impossible à transporter dans un sac. En 1972, un chercheur du nom de M. Stanley Whittingham découvrit comment faire fonctionner une batterie au lithium à température ambiante. Soudain, le lithium prit une avance considérable et la quasi-totalité des fonds de recherche mondiaux se tourna vers cette technologie. Sony lança la première batterie au lithium commercialisée en 1991 et dès lors plus de 1,0 milliard de dollars furent investis dans la technologie du lithium. Le sodium fut distancé non pas parce qu'il s'avérait moins performant, mais parce que la dynamique était orientée dans l'autre sens. Le sodium présentait également un problème technique spécifique que personne n'a pu résoudre. Ces particules sont environ 35% plus grosses que celles du lithium. Le graphite, matériau carboné que le lithium stocke à l'intérieur, est constitué de couches très précisément espacées. Les particules de lithium s'insèrent parfaitement dans ces couches et peuvent y glisser des milliers de fois sans s'abîmer. Les particules de sodium, quant à elles, sont beaucoup trop grosses. À chaque tentative d'insertion d'une particule de sodium dans le graphite, les couches s'écartent et la structure est endommagée de façon permanente. Après quelques centaines de cycles de charge, la batterie devient inutilisable. Ce problème de matériau unique a empêché le sodium d'être envisagé commercialement pendant plus de 40 ans, jusqu'à ce que quelqu'un découvre un type de carbone totalement différent. Et quand ce fut le cas, tout a changé. Le matériau qui a résolu le problème. En 2000, une équipe de chercheurs canadiens a découvert une substance appelée carbone dur. Le graphite ordinaire ressemble à un jeu de cartes parfaitement empilé. Chaque couche est parallèle, régulièrement espacée et ordonnée. Les particules de sodium sont tout simplement trop grosses pour se loger entre ces cartes sans que leur structure ne se détériore avec le temps. Le carbone dur, à l'inverse, est fabriqué en chauffant des matières organiques comme des déchets végétaux de la biomasse ou même du glucose à une température comprise entre 1,0 et 400 degrés Celsius dans un espace clos et anaérobie. Les atomes de carbone se figent alors dans une structure chaotique permanente, parsemée d'interstices irréguliers et de pores minuscules. Ces interstices sont suffisamment grands et variés pour stocker les particules de sodium sans que le matériau ne se dégrade. Pour la première fois, le sodium disposait d'un matériau capable de résister à des milliers de cycles de charge sans se désagréger. Cependant, innovation majeure et viabilité commerciale sont deux choses différentes. Le carbone dur agit comme une éponge. Sa structure poreuse absorbe facilement l'eau de l'air et même une infime quantité d'humidité à l'intérieur d'une batterie réagit avec le liquide qu'elle contient et crée des gaz qui détruisent lentement la cellule de l'intérieur vers l'extérieur. CATL, le plus grand fabricant de batteries au monde, a investi environ 1,5 milliard de dollars sur 10 ans pour résoudre ce problème. Leur première innovation a consisté à modifier la chimie de surface du carbone dur lui-même.
Leur innovation consistait à remplacer les parties qui attirent naturellement l'eau par des composés qui la repoussent activement. Leur deuxième innovation a été de contrôler la taille des pores internes, avec une précision extraordinaire à l'échelle de l'angstrom, un 10 milliardième de mètre pendant le processus de production. Si les pores sont trop petits, les particules de sodium ne peuvent pas pénétrer efficacement. S'ils sont trop grands, on gaspille de l'espace de stockage. Trouver le juste équilibre pour un produit fabriqué à grande échelle a nécessité des années de travail que la plupart des entreprises n'étaient pas disposées à financer. Le résultat est une batterie appelée Naxtra, et les performances qu'elle affiche auraient semblé incroyables pour une batterie au sodium il y a encore quelques années. Ce que le sodium peut réellement faire aujourd'hui. La batterie Naxtra délivre 175 Wh d'énergie par kilogramme, ce qui la place dans la même catégorie de performance que les batteries lithium fer phosphate, qui alimentent la plupart des véhicules électriques abordables actuels. Dans une voiture réelle, cela se traduit par une autonomie de plus de 500 km avec une seule charge, une charge à 80% ne prenant que 15 minutes. Ce ne sont pas des résultats de laboratoire, mais des performances réelles issues d'une batterie déjà fabriquée à grande échelle. La durée de vie est un point crucial. La Naxtra supporte plus de 10 zéro cycle complet, de charge et de décharge avant toute dégradation significative. Cela représente environ 3 fois la durée de vie des cellules au lithium concurrentes. Si vous la rechargez une fois par jour, cette batterie fonctionnera encore parfaitement après 27 ans d'utilisation quotidienne. Et puis, il y a le froid où le sodium passe d'impressionnant à véritablement remarquable. Le liquide contenu dans la Naxtra reste fluide à des températures aussi basses que moins 58 degrés Celsius. À moins 40 degrés Celsius, la batterie conserve encore 90% de sa capacité de charge totale. À cette même température, une batterie au lithium fonctionne à peine. Pour les véhicules électriques circulant dans les régions nordiques, cela représente la différence entre une voiture qui fonctionne de manière fiable tout l'hiver et une autre qui perd un tiers de son autonomie par une matinée froide. L'écart de prix est décisif. ATL produit des cellules sodium-ion à environ 19 $ le kilowattheure. Les cellules lithium-ion coûtent généralement entre 55 et 70 $ le kilowattheure. L'écart est considérable et contrairement au lithium, le sodium et l'aluminium sont des matériaux abondants à l'échelle mondiale. La chaîne d'approvisionnement n'est pas concentrée dans quelques pays, ce qui garantit des prix stables et prévisibles pour tous les fabricants de produits utilisant cette technologie. Ainsi, grâce à de meilleures performances par temps froid, une durée de vie accrue, un prix nettement inférieur et une chaîne d'approvisionnement plus stable, le lithium est-il voué à disparaître? Deux batteries, un système plus intelligent. Pas tout à fait. Les batteries sodium-ion ont une limitation majeure qu'elles ne peuvent probablement jamais totalement surmonter leur densité énergétique. Les particules de sodium étant plus lourdes et plus volumineuses que celles du lithium, la quantité d'énergie qu'il est possible d'intégrer dans un poids donné est limitée. Pour l'aviation électrique où chaque gramme supplémentaire réduit l'autonomie et la charge utile, cette limite est cruciale. Pour l'électronique grand public, où la batterie doit tenir dans un téléphone avec un espace quasi inexistant, le lithium restera probablement dominant pendant encore de nombreuses années. L'objectif de CATL n'est pas de remplacer les batteries existantes, mais de créer un partenariat entre deux technologies, chacune remplissant sa fonction première. Ils ont déjà conçu une batterie pour véhicules électriques dont le stockage est divisé en deux zones distinctes, l'une au sodium et l'autre au lithium. Un logiciel gère ces zones et décide en temps réel quelle chimie utiliser en fonction de la température de la vitesse et du niveau de charge. Par temps froid, le lithium peine à fournir l'énergie nécessaire. Le sodium prend alors le relais. Lors d'un long trajet autoroutier nécessitant une autonomie maximale, le lithium prend le relais. Aucune des deux technologies n'a été poussée au-delà de ses limites. Toutes deux ont été utilisées à leur plein potentiel. Le contrat de 60 GWh présenté en introduction de cette vidéo s'inscrit parfaitement dans cette perspective.
Pour se faire une idée de l'ampleur du projet, CATL a livré environ 122 gigawattheures de batteries de stockage d'énergie au total sur l'ensemble de l'année 2025. Cette unique commande d'ion sodium représente environ la moitié de la production annuelle totale pour une technologie qui n'était pas commercialisée 12 mois avant la signature de l'accord. Il y a là une leçon importante à méditer. Les recherches prouvant que le carbone dur pouvait stocker des ions sodium ont été publiées en 2000. Cette technologie est viable pour le stockage à grande échelle depuis des années, mais les investissements sérieux et l'attention des entreprises ne se sont portés sur le sodium qu'en 2022. La flambée des prix du lithium a suivi de près les événements. Les problèmes liés au lithium n'ont jamais été cachés. Ils étaient connus depuis des décennies. Mais lorsque la technologie dominante fonctionne bien et que les profits sont au rendez-vous, les industries ont tendance à ne pas chercher activement de meilleures solutions. Il faut une rupture, un choc des prix, un moment où le coût du statu quo devient enfin supérieur au confort du statu quo. La batterie sodium-ion n'est pas apparue par magie. Elle a passé plus de 20 ans dans les laboratoires et les articles de recherche attendant que le monde soit prêt. Ce moment est arrivé parce que le lithium l'a rendu inévitable. Devenu trop cher, trop instable et trop concentré géographiquement, il était impossible d'ignorer plus longtemps l'alternative. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Activez les notifications pour être parmi les premiers informés de nos nouvelles publications. J'aimerais maintenant avoir votre avis. Pensez-vous que les batteries sodium-ion remplaceront les batteries lithium de votre vivant? Ou le lithium a-t-il encore de beaux jours devant lui? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.